Donc, bonjour à tous, donc, chers parents, chers futurs élèves. On va vous présenter la formation, donc la double formation architecte-ingénieur qui se fait sur le campus de Troyes. Cette formation, elle est faite en partenariat avec l'école spéciale d'architecture. Donc, je vais laisser dans un premier temps, je passe la parole à Boris pour qu'il présente un tout petit peu l'école spéciale d'architecture avant de commencer. Donc, Boris, c'est à toi. Oui. Bonjour, Boris Bastianelli, donc enseignant à l'école spéciale d'architecture. J'assume également le rôle de responsable pédagogique sur Troyes avec Benita. Voilà, donc l'école spéciale d'architecture, c'est la première école d'architecture en France. Elle a été fondée en 1865 par monsieur Émile Trallat. Immédiatement fondée sur des motivations d'adaptation aux transformations de la société de l'époque. On a à peu près 156 années d'histoire. On a un rayonnement international et notamment à considérer que dans l'histoire, les deux plus grandes revues d'architecture proviennent de l'école, à savoir l'architecture d'aujourd'hui, qui existe encore, et architecture et technique, qui malheureusement a cessé sa parution. Voilà, l'école est reconnue, enfin, dispense un diplôme reconnu par l'État depuis 1934. Alors, la spécificité de l'école spéciale d'architecture, c'est d'abord le fait que c'est une association, puisque c'est son statut, mais une association particulière puisqu'elle est reconnue d'utilité publique. À ce titre, depuis 2021, nous avons contracté un contrat avec nos deux tutelles, qui sont respectivement le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, un contrat ESPIG. Voilà, nous sommes donc une école privée et nous avons intégré pendant la conférence des grandes écoles depuis 2010. Voilà. La spécificité de l'école, c'est effectivement quelque chose que nous allons reprendre ici à Troyes, dans la formation ARC, constituée donc avec le STP. Nous aurons plus de temps pour vous l'expliquer, l'expliciter. Mais à l'école spéciale, c'est déjà un rythme semestrialisé. C'est une école qui fonctionne sur comment dire, une évolution des études dans un milieu extrêmement professionnalisé, puisque sur 5 ans d'études qui constituent de manière générale les enseignements de l'architecture en France, il y a plus de 9 mois de stage. C'est aussi un milieu international certifié, puisque depuis son origine, il y a déjà à peu près un tiers d'étrangers, enfin, de provenance étrangère. Et cela s'est confirmé tout au long du XXIe siècle et aujourd'hui, nous comptabilisons à peu près un tiers d'étudiants étrangers. C'est une très grande mobilité puisque nous avons à peu près 20 établissements qui permettent donc tant de recevoir dans le cadre LMD des étudiants par rapport à des contrats Erasmus, mais également un certain nombre d'institutions, d'agences internationales en mesure de pouvoir recevoir des étudiants pour nos stages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. L'autre grande, disons, majeure de l'école, c'est la constitution d'une formation continue et sa participation, en tout cas sa constitution d'un diplôme avec le STP, une formation d'un double diplôme, ce que l'on appelle chez nous le AIIA,
Voilà, c'est une collaboration et un partenariat qui a été mis en place depuis 2015, ce qui nous a conduit ensuite à conforter notre expérience commune et d'imaginer la formation A3 que nous allons maintenant vous présenter. Donc, par rapport à la formation, elle se base sur 4 piliers, donc 4 piliers qui sont des unités d'enseignement. D'une part, on vous donne les connaissances et les compétences solides pour pouvoir intégrer la formation d'ingénieur. Donc, sachant que la finalité de cette formation, c'est de vous suivre pendant 6 années de formation. Donc, la première partie, c'est un bachelor. La deuxième partie, c'est la formation master. Et au niveau de cette formation bachelor, donc on a 4 unités d'enseignement. Le premier unité d'enseignement, il regroupe toutes les matières qui sont liées au domaine de l'ingénierie. La deuxième unité d'enseignement, donc elle va regrouper aussi des matières qui sont liées au monde de l'architecture, donc c'est des théories de la critique et du monde contemporain. Nous avons également des matières qui sont transverses, donc par rapport à deux métiers. Et puis ensuite, on a le projet donc, qui rythme tout au long de l'année la formation, parce que tout à l'heure, on va vous présenter l'apprentissage, en tout cas par projet. Donc, ça se fait en mode séquence. Donc, dans le semestre, par exemple, vous allez avoir, si vous êtes en première année, vous allez avoir 6 séquences projet, et les matières, ils vont venir s'attacher autour de ce projet. Donc, je vais vous présenter un exemple, par exemple, du contenu de la formation du premier semestre. Donc, sur le diapo suivant. Donc, c'est très, très important. Donc, tout à l'heure, quand je vais vous parler des profils des élèves que nous avons actuellement et ceux qu'on attend de vous par rapport à vos candidatures et comment ça se passe le processus de recrutement. Donc, c'est très important en tout cas de mentionner le fait qu'on a besoin d'avoir des bases solides en connaissances autour de mathématiques et de la physique. Si vous regardez par exemple sur ce plan d'études, vous vous rendez compte qu'on a quand même un volume de mathématiques et de physique qui est très important. Donc, nous vous incitons à prendre l'option maths physique en spécialité si vous êtes encore en seconde, en tout cas par rapport à l'année prochaine. Et puis ensuite, on met aussi l'accent sur l'anglais parce que dans cette formation, certaines matières ils se font en anglais, comme des cours de communication, le cours de portfolio, parce qu'à l'intérieur de votre formation, vous allez avoir une mobilité à l'étranger qui est obligatoire. Et ces mobilités du cycle bachelor, donc ils sont en place actuellement avec des établissements qui dispensent leurs matières en anglais. Donc, il va falloir passer un test TOEIC à la fin de la deuxième année et puis avoir un score minimum de 750 points. Donc, vous voyez tout en bas, donc le projet qui a quand même 6 crédits, donc c'est vraiment, on va dire, un sixième de crédit et du temps qu'on a par semestre. Et pour chaque semestre, au niveau de la première année, on va avoir 3 projets et les différentes matières vont venir en tout cas entourer ce projet-là. Donc, je vous présente les conditions de diplômabilité donc pour avoir ce bachelor-là. Et puis ensuite, je vais vous parler du recrutement. Donc, diapo suivant. Donc, dans cette formation, vous allez effectuer donc 5 semestres. Donc, chaque semestre vous permettra de valider 30 crédits. Pour pouvoir valider une unité d'enseignement chez nous, il faut avoir 10 sur 20, donc une moyenne au niveau de l'unité d'enseignement de 10 sur 20. Et si vous êtes en bas de 10 sur 20, donc vous passez directement au rattrapage. Ensuite, vous allez suivre donc 2 stages. Donc, dans cette formation, il y a un stage orienté vers l'ingénierie, un stage qui est orienté vers l'architecture. Donc, soit vous faites le premier stage dans un cabinet d'architecture ou l'inverse par rapport à la deuxième année. Mais ce qui est important, c'est de faire ces 2 stages dans 2 milieux, en tout cas dans 2 secteurs différents, que ce soit le secteur de l'ingénierie ou de l'architecture. Ces stages, bien évidemment, vous pouvez aussi les faire à l'étranger parce que si jamais ça vous arrive de faire ces stages à l'étranger, vous validez et le stage et la mobilité à l'étranger. Donc là, vous avez le test TOEIC qui vous demande 750 points et puis avec une mobilité à l'étranger en moyenne de 6 semaines. Donc c'est soit vous partez sur un semestre
d'échange en début de la 3e année. Sinon, vous participez dans des projets qu'on monte avec des établissements étrangers. Alors, la seule chose que je peux ajouter aussi, c'est le fait que lorsque vous allez arriver à la prochaine rentrée, voilà, donc à la prochaine rentrée, on vous fait passer des tests, donc des mathématiques, pour avoir en tout cas votre niveau. On vous fait passer aussi les tests d'anglais pour pouvoir vous mettre dans des groupes de langues en fonction de votre niveau. Alors, je mentionne également le fait que vous allez avoir accès aux cours, aux cours de LV2, donc les cours de langue, que ce soit de l'italien, du japonais, de l'allemand, de l'espagnol, qui peuvent aussi vous faciliter des mobilités, lorsque vous arrivez en 3e année. Donc, je vais vous présenter donc, les conditions sur lesquelles on va se baser pour vous recruter. Actuellement, nous cherchons des profils de bac général, bac S et le bac STI 2D. Donc, j'insiste sur le fait que les bacs STI 2D qu'on recrute actuellement sont des élèves quand même qui ont des moyennes très élevées. Donc, ça représente à peu près 4% de nos effectifs. Et puis ensuite, l'autre partie, et puis le reste est reparti entre les bacs général et bac S. Donc, on se base sur, déjà dans la première phase, on se base sur votre dossier, donc vos notes de première du bac de français, et notamment vos notes en mathématiques et en physique. Donc, la moyenne, on va dire, la moyenne par rapport à ces deux matières, c'est autour de 14 sur 20. Donc, si vous avez 14 sur 20 en mathématiques ou en physique, donc vous avez le bon profil. Donc, pour vous donner une petite idée, donc là, si vous regardez la promotion qu'on a actuellement, donc là, plus de 50% de nos élèves, ils ont la mention. Donc, là, on a plus de 50% de nos élèves, de nos effectifs qui ont une mention bien. Voilà. Donc, si vous avez aussi une mention bien ou très bien, donc c'est aussi un atout pour mettre en avant votre dossier. Une fois que vous êtes sélectionné sur dossier, donc la deuxième phase, comme il disait tout à l'heure mon collègue Antoine, donc il y a la phase des entretiens qu'on n'a pas pu faire l'année dernière à cause du Covid, mais qu'on compte bien mettre en place cette année. Et dans ces entretiens, donc vous allez avoir un jury dans lequel il y aura des ingénieurs, des architectes. Et puis on va essayer en tout cas de discerner votre profil, parce que c'est quand même une formation qui se fait en apprentissage et par projet et qui demande aussi autant de valeur, on va dire, de savoir-être. Donc, on est aussi exigeant par rapport au savoir-être parce que voilà, donc vous travaillez un projet tout au long de l'année jusqu'à la fin, on va dire, de votre formation. Mais cela n'évite pas aussi le fait qu'il y a des fois des rendus qui sont individuels, ce qui nous permet aussi de discerner votre potentiel. Donc, nos élèves, ils viennent d'où? Donc, diapo suivant. Donc, actuellement, la grosse partie de la promotion, elle provient de l'Île-de-France. Donc, on a aussi des élèves qui viennent des DOM-TOM, des autres régions de la France et de l'étranger. Et peu d'élèves, malheureusement, qui sont sur le Grand Est. Voilà. Donc, actuellement, donc là, c'est la deuxième année qu'on fait cette formation. Voilà, notre souhait aussi, c'est de pouvoir intégrer aussi autant de candidats qui sont sur la région Grand Est. Donc, on recrute sur Parcoursup. Donc, tout à l'heure, Antoine vous a montré le calendrier, donc le calendrier de Parcoursup. Donc, ça sera pareil pour nous. Il y a aussi des profils qui essaient de se réorienter. Donc, il y a aussi d'autres profils qui ne viennent pas de Parcoursup, donc qui ont fait d'autres formations qui cherchent en tout cas à se réorienter. Donc, il y en a 14% de dossiers qu'on reçoit. Donc, même si vous êtes en première année dans une autre licence que vous voulez, en tout cas, à faire de cette formation-là, vous avez votre chance. Donc, ensuite, on va vous présenter comment s'enchaîne le fonctionnement par projet. Donc, là, j'ai la chance d'avoir un intervenant qui vous suit dans les projets, qui va vous donner en tout cas le déroulement de
la séquence projet. Merci Benita. Bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement Amélie Ramé. J'interviens dans le bachelor architecte ingénieur à 2 titres. D'abord, donc je travaille avec Boris et Benita pour coordonner la pédagogie au niveau de la première année. Et aussi et surtout, on est 4 intervenants à suivre chaque semaine les élèves dans ce qu'on appelle le projet. On en a déjà un petit peu parlé là, avec Benita et Boris. Effectivement, cette formation, elle est vraiment centrée sur le mode projet et le travailler ensemble pour justement concevoir ensemble et co-construire. Donc vous voyez là sur le graphique avec les différents dispatchs au niveau des cours, la partie jaune représente justement tout ce qui est les enseignements du mode projet. Donc à la fois toutes les semaines, donc soit toute la journée, soit une demi-journée, les élèves se réunissent ensemble avec des intervenants permanents qui sont à la fois des profils architectes et ingénieurs, et aussi donc des intervenants extérieurs. Donc ça, vous pouvez voir un exemple de déroulé de séquence sur le bas à droite du graphique, enfin du slide, où en fait vous voyez que chaque séquence, donc il y a 6 séquences dans l'année, et chaque séquence se divise avec des différents intervenants. On tient beaucoup à justement varier les profils des intervenants qui sont à la fois des enseignants et aussi, par exemple, des compagnons du devoir ou des architectes locaux ou issus de l'ESA, par exemple, qui apportent finalement un recul sur le projet et une vision que ne donnera pas forcément les intervenants permanents. Quand on vous dit que l'enseignement est vraiment centré sur le mode projet, c'est-à-dire que les enseignements et les matières sont aussi choisis dans le déroulé de l'année en fonction du sujet qui va être traité dans le projet. On a donc 6 séquences et 6 jurys dans l'année. Et la façon donc travailler en groupe et savoir s'exprimer devant un jury font partie vraiment des compétences qu'il faut acquérir rapidement, et on centre beaucoup l'enseignement sur ces sujets-là en première année. Et je vais laisser donc Boris vous présenter un exemple de déroulé de séquence dans la 2e année qui est un peu plus longue. Oui, voilà, merci. Donc effectivement, pour reprendre un peu ce que vient de dire Amélie, l'ensemble de la formation est constitué suivant ce que l'on appelle une séquence projet. Donc évidemment, en fonction de l'évolutivité et de la progressivité des études, les éléments de projet, c'est-à-dire les exercices de travail, qui seront pensés donc en collaboration et en corrélation avec l'ensemble des disciplines et des cours qui seront dispensés par ailleurs, sont, disons, répartis de manière égale suivant les années. Donc effectivement, en première année, il y en a 6, en deuxième, il y en aura 4, et en troisième, il n'y en a plus que 2. Voilà. Sachant que le temps alloué, donc en première année, les 6 séquences sont de 5 semaines, en deuxième année, exemple ici affiché, se déroule en 8 semaines. Voilà. Donc, ce que l'on disait, l'objet de la formation, ce n'est pas de dispenser un cours de type théorique et ensuite de trouver son application. C'est l'inverse, c'est plutôt une formation qui est réfléchie à partir de la notion d'expérimentation et de notion de praticité. Donc, le projet a trouvé sa place, toute sa place, elle est centrale, et elle coordonne l'ensemble, et elle convoque l'ensemble des connaissances liées, disons, aux exigences que l'exercice et le projet convoquent. Donc ici, c'est un exemple, c'est la séquence 7, c'est donc la première séquence de deuxième année, dans laquelle on met en application une approche déjà du rapport entre le territoire et la ville, et ensuite un équipement public et la ville. Donc l'objectif, encore une fois, c'est quelque chose d'une compréhension qui va jouer sur les différentes échelles, donc quelque chose de transscalaire. Et vous pouvez voir donc en fonction des différentes semaines les objectifs, avec pour les objectifs qui sont, disons, déterminés, avec en fonction un certain nombre de
compétences qui sont convoquées chez chacun des étudiants et les exercices, ou en tout cas le type d'exigences qui sont requises quant à la formalisation et quant aux outils d'échange. Donc les plans, les schémas, les coupes, les détails, les calculs, etc., etc. Donc comme le disait aussi tout à l'heure précédemment Amélie, on fait toujours en deuxième année, comme en troisième année d'ailleurs, on fera intervenir à chacune de ces semaines, de ces moments de projet, ces séquences, on fait intervenir différentes personnes ou personnalités, souvent des professeurs, des enseignants qui nous accompagnent dans le cadre de cette séquence projet, afin qu'ils puissent accompagner et aider, soutenir, encadrer les étudiants en fonction de leur propre, disons, spécialité, mais pas que. L'objet, c'est quand même, encore une fois, par rapport à l'expérimentation, que l'étudiant rencontre un certain nombre de problématiques liées au projet d'architecture, d'urbanisme ou d'ingénierie, des problèmes techniques, et puisse trouver dans son échange avec l'enseignant, par le questionnement, un certain nombre de réponses. Ces réponses peuvent être translatées ultérieurement ou précédemment, peu importe, au rapport aux enseignements. Donc c'est basé aussi sur l'échange, la collaboration, la co-construction, et aussi basé, établi sur ce procédé. Voilà. L'objectif, si je peux utiliser une image, c'est de créer des empreintes chez les étudiants et de provoquer chez eux la curiosité nécessaire pour que de façon autonome, ceux-ci puissent, dans le cadre de leur équipe, aller chercher l'information là où ils pensent qu'elle est. Donc ça peut être à la bibliothèque, mais aussi, bien entendu, de manière prévalente auprès de ses enseignants. Voilà. On change de slide peut-être. Oui. Le slide suivant. Voilà, donc quelques exemples pour illustrer un petit peu la façon dont on procède. Cet exemple nous tient particulièrement à cœur puisque c'est le premier exercice de la première année de l'ouverture première de ARC A3. Voilà, donc il s'agissait d'un exercice très simple puisque les étudiants vont être amenés, ils sont amenés d'ailleurs aujourd'hui à présenter leur propre formation. De manière conventionnelle, on se déplace sur les salons. Et donc, l'exercice 1 avait été de réfléchir autour d'un stand de présentation de la formation ARC. Donc, le sujet a été présenté comme tel, mais aussi avec un caractère absolument technique, puisqu'il s'agit d'un stand on pouvait ou on doit pouvoir monter, démonter de manière régulière et qui doit être facilement transportable. Donc, on avait donné tout un ensemble de conditions et de prérequis. Et les étudiants ont commencé à expérimenter à travers le dessin et surtout le maniement de maquettes dans un premier temps, quels pouvaient être dans leur imaginaire et dans leur intention ce type de stand. Voilà comment ils pouvaient, eux, imaginer, présenter leur propre formation. Donc tout le travail de la première séquence projet, séquence 1, et ensuite la 2, puisqu'elle fonctionne de manière associée par binôme, je te laisserai préciser, était de formaliser et d'apurer, si je peux me permettre l'expression, les intentions, pour arriver à un concept fort, relatif effectivement à cet objet qui allait être aussi et essentiellement un présentoir. L'ensemble était basé sur, encore une fois, tout un parcours de recherche quant à la formalisation, quant à la forme et quant à sa construction. Donc, ce premier exercice était très important parce que faire comprendre aux étudiants que la forme, pour être construite après, n'existe pas. Penser la construction sans forcément de forme, ça n'existe pas, et que c'est quelque chose qui est vraiment lié. Et ce que j'allais dire est assez analogue à notre volonté essentielle de cette formation. Faire comprendre que la construction fait partie intégrante de la forme qu'on appelle dite architecturale et de l'expression dite artistique. Voilà, je te laisse compléter. Ouais, merci. Alors effectivement, là, vous voyez
plusieurs éléments sur cette image. Il y a effectivement ce qu'on appelle la notice d'intention avec le concept, donc ce que vient pas mal d'expliquer Boris. Et ensuite, vous avez de l'autre côté la partie beaucoup plus technique, vous voyez, avec par exemple les élèves qui ont fait de leur propre chef, hein, la maquette à échelle 1, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on leur demande d'illustrer et c'est à eux de prendre l'initiative et de trouver des façons de présenter au niveau du jury les plus pertinentes. Et aussi, vous voyez qu'on rentre très très rapidement dans la technique et qu'en fait, on leur demande de vraiment faire un mode d'emploi, c'est-à-dire de pouvoir construire et d'être capable de le construire ou de donner à construire à quelqu'un. Et d'ailleurs, cet exemple, on l'a aussi choisi parce que si vous venez nous voir à l'ESTP Campus de Troyes, vous le verrez à l'entrée. Ça a été construit à l'échelle 1. On construit certains des projets à l'aide avec les compagnons du devoir qui sont situés juste à côté du campus. Est-ce que c'est possible de passer à l'image d'après? Merci beaucoup. Donc là, on va passer un peu plus rapidement, mais c'est juste pour vous montrer les exemples de projets qui ont pu être faits par les élèves l'année dernière. Donc là, on était sur le deuxième projet où, comme le disait Boris, en fait, on marche donc on a 6 séquences dans l'année et on marche par couple de 2 séquences. C'est-à-dire que la première séquence est vraiment focalisée sur le concept et pourquoi on veut le construire, pour quel type de public, sur l'usage. Et la deuxième séquence, plus sur l'aspect constructif et faisabilité, à la fois d'un point de vue architectural et d'un point de vue constructif. Donc là, par exemple, c'était de pouvoir créer une maison des associations sur le futur campus de Troyes. Donc là, vous voyez, il y a des maquettes structurelles et puis il faut vraiment aussi se placer dans notre environnement. Vous pouvez peut-être passer l'image d'après. Alors là, c'est un autre exemple. En fait, vous voyez, c'était le même sujet. Le cahier des charges qui était demandé était le même. Et là, ils ont vraiment choisi de se mettre ailleurs dans le campus. Et là, donc, vous voyez les élèves qui nous montrent leur maquette et qui font même des tests d'étanchéité et de gestion de l'eau de pluie. Donc voilà, donc on va assez loin quand même dans la technique. Et vous voyez derrière, d'ailleurs, les dessins qu'ils ont pu faire et les mises en situation qui sont très intéressantes pour vraiment se mettre dans le projet. Vous pouvez passer à celle d'après. Donc là, c'est pareil, c'est encore le même sujet. C'était aussi pour vous montrer qu'avec le même sujet, finalement, les limites, c'est uniquement l'imagination des élèves. Donc là, en fait, ils ont décidé finalement de construire une bibliothèque plutôt creusée, c'est-à-dire dans une colline qui existe déjà aux alentours du campus. Avec, donc après, on ne va pas développer le concept ici, mais effectivement, la notion de pouvoir s'isoler, de pouvoir lire et de pouvoir s'instruire et que ça ne se voit pas de l'extérieur. Pardon. Donc là, c'était le puits de savoir. Et là, donc je vais juste laisser Boris peut-être expliquer parce que donc on était sur le jury d'ESA et puis moi je conclurai sur l'aspect constructif avec les compagnons. Voilà, merci. Effectivement, vous avez pu voir donc le produit de la séquence 1 et 2, le produit de la séquence 3 et 4, et celle-ci est le produit de la séquence 5 et 6. Ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est l'évolutivité sans forcément induire une connaissance ou un enseignement théorique des étudiants. Donc le premier exercice était un exercice, on va dire, d'un objet qu'on peut disposer dans un contexte. Le deuxième, c'était déjà la relation d'un contexte, d'un objet par rapport à un contexte. Et ici, c'était carrément l'immersion dans le b.a.-ba de ce qu'on appelle l'urbanisme, ou en tout cas dans la ville. Donc on avait choisi une parcelle dans laquelle les étudiants étaient conduits à disposer un programme, là aussi, d'une certaine envergure, puisqu'il s'agissait de mettre en place un petit équipement public avec une grande salle. Une grande salle, pourquoi? Tout simplement pour commencer à développer aussi des problèmes techniques de portée, de calcul. C'était vu aussi avec le prof de construction et les professeurs de RDM, de manière à ce qu'ils puissent avoir déjà une corrélation immédiate encore entre l'information, c'est-à-dire l'information, la mise en forme d'un projet et son développement structurel.
Voilà, je pense qu'il y a peut-être une photo qui s'est glissée, celle qui est en haut à droite. Voilà, c'est le moment où les étudiants ont rencontré les compagnons pour réaliser leur pavillon, il me semble. Oui, effectivement. Donc là, ce que vous voyez en haut à droite, comme je vous en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, donc on a la chance, géographiquement en tout cas, d'avoir la maison des compagnons du devoir à 2-3, qui est vraiment de l'autre côté de la rue. Elle sera un petit peu plus loin après, mais le partenariat est fait et on s'en réjouit. Et donc, il y a un compagnon qui vient régulièrement lors de nos séances projets. Et aussi, donc, on choisit 2 projets. Cette année, ça sera même 3 parce on a 3 sites différents. L'année dernière, on a choisi 2 projets donc, qui ont été faits pendant la première séquence donc, pour un pavillon de salon pour présenter la formation ARC. Et donc 2 pavillons ont été construits, donc 2 projets. Et donc, c'est les élèves qui ont conçu le projet, qui ont eu la chance de pouvoir construire leur pavillon et qui se sont rendus compte finalement que des difficultés de passer finalement du projet à la pratique. Mais c'est très, très instructif pour eux et aussi de pouvoir avoir la chance de toucher la matière et de se rendre compte en fait de l'importance justement du dessin dans la conception. Parce que finalement, reprendre un projet 9 mois après, c'est pas simple parce qu'on n'est plus du tout dedans. Et donc, ils ont vraiment poussé la réflexion au bout et c'est quelque chose qu'on va réitérer dans les années à venir. Écoutez, merci en tout cas de votre attention. Nous sommes à votre disposition tous les 3 pour toute question que vous pourriez avoir. Alors, Boris et Benita, nous avons quelques questions en ligne. Donc, je vais vous les poser. Vers quelle date ont lieu les entretiens de recrutement? Alors, les entretiens de recrutement, ils auront lieu autour du 15 avril. Autour du 15 avril. De toute façon, là, on est en train de finaliser le paramétrage sur Parcoursup. Vous aurez bien les 2 dates qui seront mentionnées pour la phase 2 du recrutement. Une autre question, faut-il prendre Maths Expert? Tout à fait, c'est un bon choix. C'est un bon choix si on souhaite en tout cas intégrer la formation parce qu'on se base sur les moyennes générales et aussi les moyennes de mathématiques et de physique. Donc, si on a une moyenne autour de 16, c'est encore un plus dans le dossier. Une autre question, l'admission se fait uniquement sur dossier ou y a-t-il un concours? Alors, il n'y a pas de concours, il y a le dossier et l'entretien. Donc, à l'issue de l'entretien, on vous donne une réponse pour savoir si vous faites partie de la formation à la prochaine rentrée. Très bien. Faut-il avoir un pressbook avec des réalisations artistiques à présenter en entretien? Eh bien, c'est comme Maths Expert ou une très bonne moyenne en mathématiques, c'est un plus, bien entendu, puisque en fait, pour revenir un peu sur les réponses qui ont été formulées, il y a une nécessité absolue, effectivement, d'avoir un niveau mathématique, disons scientifique, mathématique, physique, ce qui sont les requis préalables et indispensables pour manipuler les futurs outils de l'ingénieur et se confronter aux disciplines qui en constituent, disons, le savoir. De la même manière, l'entretien est très utile pour rencontrer, interroger, échanger, discuter, entrevoir un peu la personne qui est en face de nous et pour essayer d'en mesurer, si c'est toujours possible, enfin si c'est possible, sa motivation. Donc un pressbook, bien entendu, ça ne peut que favoriser et démontrer, disons, la motivation du candidat. Avant de rendre la parole, je voudrais juste préciser pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, que, encore une fois, le niveau graphique, le niveau de technique du dessin n'est pas rédhibitoire. Je dis toujours que c'est comme une langue étrangère, on n'est pas forcément obligé de bien savoir parler une langue étrangère, ça n'handicape pas sur la bonne idée ou la bonne intention de l'expression. Donc le dessin, ça s'apprend. Et ce qui est important, c'est que même si le maniement du crayon est mauvais, l'intention ou l'idée peut être très bonne. Donc il ne faut pas imaginer pouvoir venir solliciter son inscription dans la formation à condition d'avoir, je sais quoi, 18 ou une très bonne note ou une manipulation de dessin, de la gouache ou de l'aquarelle.
ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Très bien. Autre question. Quel est le coût du double cursus? École, matériel, voyage? Alors, le coût donc, pour la première année, c'est 7 000 euros. En deuxième année, c'est 7 000 euros 150. Et la troisième année, c'est 7 300 euros. Très bien. Une autre question de Marie. Comment passe-t-on du bachelor au master? Alors, donc, une fois que vous avez validé votre bachelor, donc déjà, vous avez la possibilité, donc le fait de faire partie de ce double formation, si jamais au bout de la troisième année, vous vous rendez compte que vous avez plutôt une appétence pour l'architecture, il y a la possibilité de basculer dans le master architecture au niveau de l'ESA. Pareil, si vous vous rendez compte que vous préférez plutôt, en tout cas, vous continuez votre formation en tant qu'ingénieur, donc vous pouvez aussi basculer sur les formations de l'ESTP. Sinon, le double diplôme de master sur les 3 années après la formation, toujours sur le même campus. Voilà. Une question de Gilles. Est-ce que le passage en master est automatique pour les élèves du bachelor qui ont validé leur licence? Ceux qui ont validé leur licence, oui. D'accord. L'accès à ce cursus se réalise après 2 années en école de prépa? Alors, c'est pas réalisé après l'école de prépa, c'est post-bac. Cela dit, on a déjà reçu des dossiers des élèves qui ont déjà un niveau bac plus 2 qui souhaitent reprendre à zéro la formation. Voilà, donc ces profils-là, on les a. Mathieu demande si les bacs STI 2D option EE sont acceptés. Alors, ils sont acceptés, mais par contre, on a des pourcentages autour de 3%. Il faut que ce soit les meilleurs, en tout cas des moyennes autour de 17 ou autour de 18. Il faut forcément avoir une mention très bien. Existe-t-il des passerelles en cours de cursus pour réintégrer l'école spéciale d'architecture ou le STP? Tout à fait, c'est ce qu'on vient de dire, tout à fait. Après le bachelor. Très bien. Une question de Hugo maintenant. Est-il possible de prendre l'option maths complémentaire en terminale? Alors, je ne sais pas, parce que je ne maîtrise pas le programme de terminale, mais je pense qu'à mon avis, il faut qu'il se renseigne au niveau de son établissement. Je pense qu'à mon avis, ça pourrait être possible, oui. Et une dernière question en ligne. Quel est le pourcentage d'échecs après avoir intégré cette formation? Alors, actuellement, nous avons des élèves qui sont en deuxième année. Donc, pour vous donner une petite idée, l'année dernière, ils étaient 33. Alors, plutôt 36. Sur les 36, il y a eu un abandon et 2 redoublements. Donc, vous voyez qu'on a quand même les taux de réussite qui sont élevés. Et bien évidemment, voilà, si on a un bon dossier, il y a moyen en tout cas de s'intégrer facilement dans la formation. Très bien. On va prendre les questions dans la salle si vous le souhaitez bien et je vais les répéter au micro pour que les gens de Troyes puissent nous entendre. Oui, madame. Diplôme, on est arrivé un peu en retard, donc on a peut-être raté le train en marche, mais quelle est l'ancienneté en fait de ce double diplôme? Alors, on a ouvert la formation depuis la rentrée 2020. Donc là, nous sommes sur la deuxième année de la formation. Donc, c'est une nouvelle formation qui vient de se mettre en place. D'autres questions dans la salle? Oui, madame. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas pour ceux qui sont sur... Il y a une personne qui pose une question dans la salle, mais je vais lui passer le micro, ce sera plus simple. D'accord. Oui, bonjour. 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 Pour passer à l'issue du bachelor dans l'école d'architecture uniquement ou uniquement dans l'école d'ingénieur, est-ce que c'est également automatique à partir du moment où on a validé son bachelor ou est-ce que c'est sur dossier? C'est sur dossier. Très bien. On a d'autres questions en ligne. Excusez-moi, pardon, je précise sur ce sujet, sur cette question. À partir du moment où vous validez votre bachelor, il y a niveau licence, en tout cas pour l'école spéciale, il y aura on délivre le diplôme de licence.
reconnus par l'État. Hein. Mais en tout cas, voilà. Donc ça veut dire que si effectivement la candidate ou le candidat ou l'étudiante et l'étudiant souhaite par appétence se rediriger, se réorienter vers l'architecture, à ce moment-là, ayant eu sa licence, il est en mesure d'initier automatiquement son dossier, son master. En tout cas, à l'école spéciale. Maintenant, s'il choisirait d'aller dans une autre école d'architecture, étant donné qu'il a une licence qui est reconnue, il doit également, automatiquement engager son master. Après, il y aura forcément un entretien avec cette école-là. Ça me semble évident dans ce qu'on appelle les sessions d'évaluation. Alors, une autre question. Quel métier après la formation, s'il vous plaît? Alors, tu réponds d'abord, je réponds ensuite. Je réponds d'abord. Je réponds d'abord. Donc, la double formation, comme son nom l'indique, c'est une double formation. Donc, vous allez avoir double diplôme. Donc, en ce qui concerne les métiers, il y a potentiellement l'orientation de pouvoir devenir architecte et exercer en tant que tel, soit en son nom propre, et je reviendrai tout à l'heure sur un point de détail, soit rentrer dans une agence et travailler dans une agence. Maintenant, il y a aussi la possibilité, avec son diplôme d'ingénieur, d'aller travailler en tant qu'ingénieur, donc c'est-à-dire dans le cadre, on va dire, des formations, ou en tout cas la façon disons dans le cadre du florilège des métiers que présente le STP. Hein, tu me corriges si j'ai une bêtise. Voilà. La particularité, mais elle tient, si vous voulez, à la réglementation et à la loi française, c'est que sitôt que l'on sort d'une école d'architecte, une école d'architecture, on a son diplôme d'architecte, mais on n'est pas autorisé à exercer en tant que tel, puisqu'il faut encore 1 an d'études et qu'on appelle la HMO-NP, c'est-à-dire c'est l'habilitation de maîtrise d'œuvre en son nom propre. C'est quoi? C'est en fait, on dispense un certain nombre de cours complémentaires relatifs à l'exercice du métier, c'est quelque chose qui relève davantage de la dimension économique, juridique et administrative du métier, et le tout de manière simultanée à un long stage en agence. Voilà. Ça se sanctionne par un mémoire et une présentation orale devant un jury, notamment composé avec un représentant de l'ordre des architectes en fonction de la région où vous le passez. C'est une chose qui est importante à savoir parce que la HMO, vous pouvez très bien avoir un diplôme d'architecte de l'école spéciale, par exemple, mais vous pouvez choisir de faire votre HMO dans une école nationale. Inversement, vous pouvez avoir un diplôme d'architecte d'une école nationale et venir faire votre HMO à l'école spéciale. À ce titre, je me permets de souligner qu'elle a été saluée par le ministère de la Culture en 2019 et que, par ailleurs, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, ça me permet de le faire maintenant, nous sommes en train d'obtenir potentiellement une équivalence, une reconnaissance par le RIBA, si vous voulez, c'est l'ordre de l'architecte britannique, et ainsi qu'une reconnaissance par l'Union internationale des architectes. C'est-à-dire que dès lors que vous auriez ce diplôme, le diplôme de l'ESA plus la HMO de l'ESA, vous auriez normalement la possibilité d'aller exercer dans un pays anglo-saxon. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Alors, une autre question de Jean-François en ligne. Combien de candidatures pour combien d'élèves admis? Ah, statistique. Alors, cette année, par exemple, on a reçu autour de 300 dossiers sur Parcoursup. Voilà, 300 dossiers. Et sur les 300 dossiers, on a retenu une centaine. Les centaines de dossiers, on les a réétudiés pour terminer avec une promotion de 70 élèves. Voilà. Y a-t-il des facilités d'hébergement sur le campus?
Alors, sur le campus, il y a le Crous, il y a les logements du Crous qui ne sont pas loin du campus, mais quand même, la plupart des élèves, ils préfèrent plutôt rester au centre-ville, voilà, parce que c'est beaucoup plus intéressant. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai oublié de citer également, c'est que les prix du loyer sont très abordables sur Troyes. Donc, c'est vraiment une petite ville avec des loyers très modérés. Voilà. Et le campus est à proximité finalement du centre-ville. Tout à fait. Et puis, donc, autour du campus de Troyes, nous avons l'UTT, l'EPF, il y a l'école de commerce qui n'est pas très loin et l'école de design. Donc, voilà. Donc, il y a quand même un bon environnement. Et puis, il y a aussi différentes activités qui sont proposées au niveau de la vie associative. Donc, venez nombreux, venez voir. Alors, j'ai oublié de mentionner également pour ceux qui sont sur Troyes ou pas très loin de Troyes, n'hésitez pas à passer parce qu'on a prévu des petits ateliers au Labo Béton pour vous. Voilà. Soit vous pouvez faire votre calendrier de l'Avent, même si on est le 4 décembre. Vous pouvez faire votre petit sapin en béton, voilà. Pour ceux qui ne sont pas Noël, vous pouvez couler votre voiture de collection, voilà, pour ceux qui ne sont pas Noël. Sinon, vous avez droit à un petit bougeoir. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à venir visiter nos labos, voilà, sur le campus de Troyes. Quel est le niveau de reconnaissance de ce nouveau diplôme dans les milieux professionnels à l'international pardon. Alors, comme on vous disait tout à l'heure, le diplôme, on vient de démarrer, voilà. Mais on s'appuie quand même sur nos 2 établissements pour pouvoir donner une certaine notoriété à ce diplôme. Donc, pour le moment, on n'a pas encore une promotion sortante. Donc, laissez-nous peut-être 4 ans, on pourra concrètement vous donner une bonne réponse, on va dire. Mais pour le moment, en tout cas, on n'a pas d'inquiétude par rapport à l'intégration dans le monde professionnel des élèves qui sortiront de l'ESA et de l'ESTP. Non, mais de toute façon, en complément, je me permettrai de souligner qu'en fait, c'est un double diplôme. Donc, ça veut dire que c'est 2 diplômes. Vous avez le diplôme et de l'STP et de l'École spéciale d'architecture. Donc, en fonction de sa reconnaissance, de sa renommée dans le monde, on va dire, de l'ingénieur STP, je crois que ce n'est pas à démontrer. Même chose pour l'école spéciale. Tout à l'heure, j'entendais des statistiques. Pour l'école spéciale d'architecture, il y a 82% de nos diplômés qui trouvent un métier, enfin un emploi, un premier emploi stable avant 6 mois. Mathieu demande s'il y a des aides financières pour les non-boursiers. Tout à fait, tout à fait. Je crois que ce point, Antoine l'a aussi évoqué. Hein. Pour notre bachelor également, on peut faire une demande de bourse. Tout à l'heure, il y a le dernier diapo de Sarah Colo, la chargée de la scolarité. Si vous voulez des informations, en tout cas, pour tout ce qui est autour des bourses, n'hésitez pas à envoyer un petit mail, on vous répondra. Voilà, oui, il y a la possibilité. Mais pour les modalités, c'est juste les petites infos sur le diapo suivant. Si tu peux le passer. Super, merci. Et enfin, est-ce que le niveau d'anglais est important dans cette formation? Tout à fait. Le niveau d'anglais il est très important dans le sens où il va y avoir une mobilité à l'étranger qui est obligatoire, plus le score minimum de 750 points au TOEIC. Mais on met en place des cours en fonction des niveaux. Donc là, actuellement, on a 3 niveaux. Donc en fonction de votre niveau, on vous donne plus ou moins un nombre d'heures importantes. Donc si vous êtes chez les débutants, vous faites plus de cours d'anglais que ceux qui sont dans le groupe des avancés. Donc même si vous êtes débutant, n'ayez pas peur, voilà, venez et puis ensuite vous suivrez en tout cas les enseignements et tout ce qu'on met en place c'est pour pouvoir vous accompagner. Et encore quelques questions dans la salle, Béni. Alors, une autre question sur la mobilité internationale. Quelles sont les universités avec lesquelles vous avez des partenariats ou quelles sont les destinations que vous offrez? Et en quelle année est-ce que ça se fait? Alors, actuellement, les mobilités au niveau bachelor, ça sera au niveau de l'Europe. Donc, on va rester au niveau de l'Europe. Et cette mobilité est effectuée en semestre 5, donc à partir de la 3e année. Mais cela dit, si par exemple un élève part en stage en 2e année à l'étranger, donc s'il effectue les 8 semaines à l'étranger, c'est-à-dire qu'il a effectué son stage et qu'il a aussi validé sa mobilité. Donc, sachant que la mobilité aussi donne lieu à une rédaction des rapports donc, de mobilité pour pouvoir valider ce critère de diplômabilité.
Du côté enfin, en tout cas, les deux écoles mettent à disposition leur florilège d'échanges. L'école spéciale, elle, bien entendu, développe un maximum de relations en Europe, mais ce qui est de l'ordre de l'international, nous avons des conventions en partenariat donc avec les États-Unis, l'Amérique du Sud, le Brésil notamment, l'Argentine, si je ne me trompe pas, et l'Australie. Quelque chose est en train de se préparer du côté du Japon et de la Chine. Voilà. Mais sinon, particulièrement, c'est bien entendu l'Europe, avec Prague, pour le citer comme ça, Prague, Delft en Hollande, Venise en Italie, pour les plus prestigieuses. Mais on a aussi l'Espagne, enfin voilà, Portugal, surtout. Portugal est une très belle école. Bonjour. 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 Stages qui sont nécessaires pendant le cursus, est-ce que les étudiants se débrouillent pour les trouver ou est-ce que vous les accompagnez? Alors, on les accompagne du côté de deux établissements. Donc, par exemple, alors, il y a le forum entreprise qui est organisé au niveau de l'ESTP. Donc, il y a aussi des entreprises qui envoient des offres. Donc, il y a quand même un accompagnement parce que la plupart des entreprises, ils proposent des offres. Et nous, on incite de notre côté les étudiants, en tout cas, à candidater à ces offres. Une autre question en ligne, Benita. Auriez-vous des exemples de choses à avoir dans le portfolio lors de l'entretien? Alors, on n'a pas d'exemple. Voilà. Donc, en fait, c'est... Non, pardon, je te coupe, mais non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas une exigence. C'est pas une exigence, donc pour répondre à la question, non, il n'y a pas de choses particulières à montrer. On va dire, c'est libre, au libre choix, au libre arbitre du candidat ou de la candidate. Oui, bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d'intégrer un double cursus ingénieur-architecte après une prépa à l'ESTP. Après une prépa à l'ESTP? Alors, ça c'est par rapport. Je pense qu'il faut attendre les présentations de cet après-midi. Au niveau de la formation ingénieur, on va vous présenter la double formation architecte-ingénieur et les doubles formations ingénieur-architecte au fait. Pour nous, c'est plutôt du recrutement post-bac. Pour le moment, on n'a pas recruté un élève qui a fait la prépa, qui est retourné en première année pour faire la double formation. Donc, je pense que pour vous, ça sera beaucoup plus mieux de s'adresser peut-être à la formation ingénieur. Il y aura des présentations cet après-midi. Une autre question de Maxime. Savez-vous si d'autres écoles proposent ce double diplôme? Alors, actuellement, non. Donc, il y a uniquement l'ENSAI de Strasbourg, c'est ça? L'ENSAI de Strasbourg fait un diplôme qui lui appartient et qui est basé un petit peu sur la même configuration, pas dans son développement ni dans sa méthodologie didactique et pédagogique, mais c'est la seule école en France qui maintienne, on va dire, un niveau ingénieur dans la formation architecte. On n'a pas voulu être trop long, mais l'objectif est bien celui-ci, c'est que l'ENSAIS est la seule école en France, et nous donc derrière maintenant, à pouvoir dispenser un enseignement qui est relatif justement à disons, ce personnage qui était l'architecte avant qu'il ne soit scindé en deux artificiellement au XVIIIe siècle en France. Et avec sa partie ou son savoir, disons, technique qui soit balancé ou rebalancé, on va dire, dans la figure de l'ingénieur, et sa partie, disons, créatrice, si on peut s'exprimer comme ça, avec celle de l'architecte. Voilà, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas du tout dans les pays voisins. Parce que ils n'ont pas du tout eu la même considération et la même, disons, conception des choses. Et quand vous faites un cursus en Italie, en Espagne ou surtout dans les pays germaniques, eh bien, vous avez une formation d'ingénieur égale, quasi égale, en simultané à celle de l'architecte.